Bonjour, je m'appelle Naomi Metallic. Je suis avocat puis professeur de droit en droit des Autochtones. J'aurais aimé bien de vous rejoindre aujourd'hui à votre AGA, mais malheureusement, je suis conférencier à une conférence sur la protection des enfants autochtones euh, en Ontario. Fallait que je fais les deux, en effet. Aujourd'hui, je vous présente je dirais, les mythes et les stéréotypes les plus communs par rapport au peuple autochtone. Allons-y. OK, la première est le mythe que toutes les communautés autochtones se situent au nord du Canada. En effet, c'est entièrement fausse. Il y a des communautés autochtones à chaque province et territoire du Canada. En effet, c'est à l'Ontario où est-ce que la population est la plus haute, suivi après ça par les populations aux provinces de l'Ouest, les prairies. Même ici, au Maritime, on a assez des grandes populations. À Nouvelle-Écosse, il y a environ 25-26 000 gens Mi'kmaq. À part de ça, il y a excuse-moi, il y a 13 communautés qui se situent ici à Nouvelle-Écosse. En plus de ça, il y a une grande population urbaine située à Halifax, mais aussi à Sydney, puis Truro aussi. Des assez grandes populations, ça, puis pas seulement situées au nord. Prochain, c'est le mythe que toutes les personnes autochtones ont le peau foncé, les cheveux longs et noirs, alors que cette mythe de la ressemblance d'une personne autochtone, mais oui, il y a du monde qui ont l'air comme ça, mais aussi il y a du monde qui s'identifie comme être autochtone, puis ils ont peut-être le peau un peu plus pâle ou pas même les cheveux d'une autre couleur. Un de mes meilleurs amis a des cheveux vraiment rouges mais est autochtone. C'est que notre population, comme d'autres populations, il y a les relations entre les différentes cultures, puis au même bout, ça produit du monde c'est des mix d'origine, mais au même bout, il y a encore du monde quand même qui sont mixtes, qui continuent d'avoir leur identité euh, autochtone, identité Micmac. Comme moi, je suis moitié français, moitié Micmac, puis j'identifie avec les deux de mes cultures, mais j'ai vécu sur une réserve Micmac, puis j'identifie beaucoup avec cette côté de ma culture. OK, prochain. C'est le mythe que les peuples autochtones du Canada étaient conquis par guerre avec les Européens. Ça, c'est un mythe que quand les premiers colons sont arrivés ici au Nouveau Monde, que comme ça, dans un moment, euh, les colons, les Européens ont colonisé, puis ils ont pris position des terres, puis ils ont tout commencé à contrôler, mais c'était pas comme ça du tout. Pour les premières 200 ans après contact avec les Européens, la relation entre les peuples autochtones et les Européens était marquée avec l'interdépendance, l'échange de choses. Il y avait l'échange en fourrure qui s'allait pour plusieurs années. En plus de ça, comme vous savez peut-être bien, il y avait des guerres entre la Britannique puis la France pour dire lequel était dominant sur ces terrains. Puis dans ces concours entre les deux pays, mais les peuples autochtones étaient vus comme aide militaire. Des fois, on voulait éviter la guerre avec les Autochtones. Tout ça, ça donnait des relations où est-ce que, par exemple, ben, les Français et puis aussi les Britanniques, ils ont entré dans des traités avec les Autochtones pour continuer l'amitié, puis la paix, on dit que vraiment les premières 200 années
de contact, c'était vraiment marqué d'indépendance, puis la reconnaissance du statut de nation des premières nations, des peuples autochtones. Alors, c'est ça. Pas été conquis par la guerre. Jamais conquis. Prochaine, c'est le mythe que toutes les mauvaises choses qui se sont produites pour les peuples autochtones à ce pays, la colonisation, se sont produites dans le passé lointain. Mais ça aussi, c'est fausse. En effet, beaucoup des politiques, des polices vraiment discriminatoires se sont réalisées pendant les dernières 150 ans. Puis, il y en a qui continuent aujourd'hui aussi. Certains exemples, mais après la Confédération, le Canada a pris contrôle sous la section 91-24 de la loi constitutionnelle. Il a pris charge des Autochtones. Puis alors, il a passé la loi sur les Indiens qui était en effet en vigueur depuis 1867 jusqu'à aujourd'hui. La loi a changé un petit peu entre-temps, mais il y avait plusieurs choses dans cette loi qui étaient totalement fixées sur l'objet d'assimiler les Autochtones. Ouais. Alors, il y avait des lois qui interdisaient des pratiques de chasse puis de pêche, les pratiques, les coutumes ancestrales. Aussi, la loi sur les Indiens donnait le contrôle au ministre des Affaires des Autochtones sur plusieurs volets, y inclus, il pouvait rentrer puis complètement remplacer le gouvernement traditionnel d'une communauté, puis le remplacer par le système de bandes conseillères qu'on voit maintenant dans plusieurs communautés. Aussi, il y a des pouvoirs de faire des petites ordonnances, des petites lois, mais toutes les lois dans la loi sur les Indiens, ils mettaient ça que le ministre devait donner son approbation pour toutes ces lois. Alors, il n'y avait pas grand autogouvernance du tout. Puis vraiment, il n'y en a pas grand qui existe aujourd'hui, malheureusement. Ça change, mais pas vite assez d'après moi. Il y avait d'autres lois qui interdisaient d'embaucher un avocat. Les Autochtones ne pouvaient pas embaucher un avocat. Aussi, il y avait plusieurs lois sur qui se pouvait être reconnu comme indien sous la loi. Il y avait des lois qui disaient que si une femme autochtone a marié un homme non autochtone, elle perdissait son statut comme indien sous la loi et aussi ses enfants. Il y avait d'autres lois qui disaient que si tu devenais un docteur médical ou un avocat ou autrement avait un degré d'université, tu étais automatiquement, tu as perdu ton statut indien. Alors, il y avait toutes sortes de lois arbitraires puis discriminatoires sur ce sens. À part de la loi sur les Indiens, ben, dans la loi sur les Indiens, on a créé les lois qui permettaient les pensionnats, les écoles où est-ce que les étudiants autochtones étaient envoyés pour pour plus pour une centaine d'années. Puis l'objet, c'était vraiment que éduquer, pour assimiler les enfants autochtones, la meilleure manière de faire cela, c'est de faire l'emphasis sur les enfants parce que et de leur envoyer à part de leur communauté. De cette façon, ils ne pourraient pas être entourés de leur famille, de leur culture, de leur langue. Puis à ces écoles, ces pensionnats, les enfants étaient défendus de parler leur langue, de pratiquer leurs coutumes. S'ils étaient là avec leurs sœurs puis leurs frères, ils étaient défendus de même visiter avec leurs frères puis leurs sœurs.
le format d'éducation était vraiment loin des standards qu'on considère propres aujourd'hui. Pour la plupart des étudiants, étaient utilisés comme les travailleurs dans ces institutions. Et puis, ils n'ont pas étudié beaucoup. En plus, il y a beaucoup d'histoires des abus mentaux, physiques et sexuels qui, euh, qui s'est arrivé à ces institutions. Si vous voulez vous renseigner plus sur l'histoire des pensionnats puis des autres manœuvres assimilatrices qui étaient essayées par le gouvernement du Canada, je vous suggère fortement de lire le rapport de la commission de vérité. Je vais retourner à ça après, mais euh, voilà. OK. Euh, bon, aussi, aujourd'hui, il continue certaines provisions de la loi sur les Indiens qui continuent vraiment de ne pas laisser les peuples autochtones d'exercer leur autogouvernance, puis de gérer leurs choses comme ils voudraient. Les manières que les services sont déroulés dans les communautés, il faut en effet que c'est le gouvernement du Canada qui vraiment détermine c'est quoi les normes qui devraient être suivies, puis il y a du financement par le gouvernement, mais le gouvernement, il a tout le contrôle là-dessus. Puis on verra un peu plus tantôt sur cette question. Je vais revenir. Aussi, les peuples autochtones aujourd'hui au Canada, vous devez savoir un peu des statistiques. On est sous le base de chaque mesure de bien-être dans ce pays. On est surreprésenté. Euh, les enfants autochtones sont surreprésentés dans le système de protection de l'enfance à chaque province. On est surreprésenté dans les prisons. On est surreprésenté comme victimes de crimes. Euh, on est plus susceptible à toutes sortes de maladies, plus susceptible au suicide. Alors, la liste, ça continue. Alors, il y a évidemment vraiment des problèmes qui continuent aujourd'hui. C'est pas tout fini. Les pensionnats, mais la dernière a fermé en 1996, mais aujourd'hui, on continue à sentir les effets. C'est pour sûr. OK, prochain. Les peuples autochtones ne paient pas de taxes. Ça, c'est aussi vraiment faux. En effet, il y a une section dans la loi sur les Indiens qui disent que sur la réserve, les Indiens ont pas besoin de payer les taxes, mais c'est seulement sur la réserve. Alors, si tu travailles hors du réserve, puis tu vis hors du réserve, comme plusieurs personnes, plus que la moitié des peuples autochtones vivent hors réserve, euh, vous payez les taxes comme tout le monde d'autre. Vraiment, c'est un bénéfice très limité. Très, très limité. Prochain. OK, ça c'est un grand que les Autochtones obtiennent tous gratuitement. Même moi, je t'ai demandé à plusieurs reprises par différentes personnes, ben, vous recevez des autos gratuits ou vous recevez des chèques de le gouvernement pour rien? Puis, faut que je dis au monde que non, c'est pas comme ça du tout. C'est une grande fausseté. Alors, euh, vraiment, il y a peut-être sous la loi certaines petites bénéfices qu'on peut avoir. C'est des programmes qui ont été créés par le gouvernement du Canada pour reconnaître les difficultés, les échecs que les Autochtones ont. Par exemple, il y a des bénéfices pour certains médicaments médicaux, euh, puis ça. Mais vraiment, c'est un bénéfice très étroit. En plus de ça, il y a un programme pour les postsecondaires pour aller à l'école, à l'université. Il y a un programme depuis les années 70 pour assister aux étudiants indiens pour aller à l'université. Mais depuis plusieurs années,
le financement pour ça continue de baisser et de baisser. Puis il y a plusieurs communautés où est-ce que les étudiants doivent payer ou la banque peut seulement envoyer certaines personnes. Puis ça, c'était tout avec le vu que, tu sais, avec les pensionnats puis les autres polices discriminatoires, que le peuple autochtone est vraiment, il y a des grands échecs pour continuer au secondaire, post-secondaire. Alors, c'est des programmes comme ça. Mais à part de ces deux programmes que j'ai identifiés, c'est entièrement faux ce que les Autochtones obtiennent tout gratuitement. En effet, c'est l'inverse. Puis ça me rapporte à la prochaine euh, fausseté, que le gouvernement dépense plus sur les peuples autochtones que les autres Canadiens. Puis ça, c'est vraiment fausse. En effet, les Autochtones au Canada sur la réserve reçoivent moins que tout le monde d'autre, mais tout le monde pense qu'ils reçoivent plus que tout le monde d'autre. Puis c'est vraiment pas juste. En effet, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2014 a dit que les problèmes de droits humains rencontrés par les peuples autochtones du Canada ont atteint des proportions de crise dans de nombreux aspects. Le plus choquant manifeste de ces problèmes et les problèmes et les conditions socio-économiques pénibles des peuples autochtones dans le pays très développé. Aussi, ce que le rapporteur général veut dire, c'est que la situation socio-économique des peuples autochtones au Canada est vraiment dans une situation pénible. Aussi, le vérificateur général du Canada a aussi trouvé à plusieurs reprises que les services essentiels offerts dans les réserves ne sont pas comparables à ceux fournis par des provinces hors réserve. En plus, même en janvier, peut-être vous avez entendu de cela, la Commission de la droit de la personne fédérale a retrouvé, quand ça vient au programme bien-être des enfants, protection des enfants, que c'est significativement sous-financé, au point que ça crée des incentives dans le programme de prendre plus d'enfants en garde qui auraient besoin. Alors, ça, c'est une des raisons que on retrouve la surreprésentation des enfants autochtones dans le système de protection d'enfants. Même la commission, le tribunal avait dit que, en effet, le programme recrée les mêmes conditions que les pensionnats. Alors, ça continue aujourd'hui. Prochain, oui. L'idée que les peuples autochtones peuvent chasser, pêcher et recueillir à tout moment, à tout lieu, sans permis et sans suivre les lois provinciales ou fédérales, ça c'est aussi fausse. Oui, il y a des protections dans la loi constitutionnelle qui reconnaît les droits ancestraux des peuples autochtones, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi. En effet, les tests puis la jurisprudence de la Cour suprême encadrent ce que les Autochtones peuvent faire dans l'exercice de leurs droits ancestrales assez étroitement, vraiment. Puis plusieurs de ces droits peuvent être assujettis aux lois puis aux régulations des provinces puis le fédéral. Alors, c'est étroitement encadré, je dirais. OK. Prochain. Que la plupart des Autochtones souhaitent que pour tous les non-Autochtones du Canada de retourner à l'endroit où ils sont venus. Ça, c'est pas, ça, c'est faux. Je peux pas parler pour tout le monde, mais d'après moi, puis j'en parle beaucoup au peuple autochtone dans mon travail, avec ma famille, puis toutes ces choses. On veut juste la chance de contrôler nos propres vies, de participer au marché commercial, puis au sens politique, de contrôler nos propres affaires. Ça fait depuis une centaine d'années que
le gouvernement du Canada vraiment prend assez de contrôle sur notre vie. Alors, c'est juste plutôt de se retrouver au Canada puis d'avoir les mêmes chances que tout le monde d'autre, mais aussi d'être reconnus comme des peuples distinctifs avec des droits distinctifs. On ne peut pas avoir ça tenu contre nous. Finale question, comment peut-on collaborer? Mais il y a plusieurs groupes à Nouvelle-Écosse. Il y a l'Assemblée des chefs Micmac de Nouvelle-Écosse. Eux, ils sont leur propre, ils essaient de gouverner les 13 communautés. Ils sont très organisés. Puis il y a d'autres organisations aussi. Puis j'ai les contacts puis de leur RDG, leur DG, puis d'autres représentants. Alors, tu sais, si la femme veut travailler, puis assister, puis donner, être euh, d'assistance pour ces groupes, je peux vous mettre en contact. Mais tu sais aussi que on devrait reconnaître qu'il pourrait avoir du méfiance un petit peu sur le côté des Autochtones, pas pour des pas bonnes raisons, mais c'est qu'avec une grande histoire avec le gouvernement et d'autres organisations au Canada, qu'ils ont fait des choses dans un but pour leur propre raison ou pour l'assimilation, on peut voir comment il peut avoir du méfiance. Mais c'est pour être clair que vous n'avez pas d'agent, que vous ne pouvez pas vous retrouver à avoir quelque chose en particulier du groupe, mais seulement d'être leur ami, puis de travailler avec eux, puis leur assister comment vous pouvez collaborer. Puis je pense en plus de ça, une bonne idée, ce serait de se renseigner. Euh, faut tout le monde au Canada se renseigne. La Commission de vérité et de réconciliation dit qu'il y a vraiment besoin de plus d'éducation au peuple non autochtone. Puis une bonne place à commencer, c'est le rapport de la commission. Puis vous pouvez retrouver tout ça, puis c'est en français publié sur le site web de la commission. Puis le site web, c'est le www.trc.ca. Puis vous pouvez retrouver toutes sortes de bonnes ressources là. En plus que le rapport, vous pouvez aussi retrouver les appels à l'action par la commission. La commission a émis 94 appels à action, pas juste au gouvernement, mais aux églises, aux institutions, aux universités et puis à d'autres groupes au Canada. Comment on peut faciliter la réconciliation? Alors, je vous recommande cela. Puis avec ça, c'est ma présentation. Merci.